Notre premier invité de la semaine à Fan de sport, un spécial grand défi Pierre Lavoie, nul autre que Monsieur Pierre Lavoie. Ça va bien, Pierre? Oui, bon, très bien. Bon, ça s'en vient, Pierre, le grand défi. On va en parler un petit peu tantôt. Ouais. Je veux parler un petit peu de ta saison. On sait que tu fais tes triathlètes, tu fais du ski de fond également, Ironman. Tantôt, on disait hors-d'onde pêcheur. Comment ta saison, comment va se passer? Bien, c'est toujours de la même façon. Donc, l'hiver, je fais du ski de fond et des compétitions pour garder ma forme parce que c'est un sport qui est complémentaire pour le triathlète. Et tu fais un seul sport, puis tu mets en action tes trois groupes musculaires, de la natation, du vélo et de la course. Donc, c'est très profitable pour moi parce que je suis très occupé, là. Par la suite, arrive le printemps, je vais aller faire un petit camp d'entraînement de 10 jours. Cette année, j'étais un peu plus longtemps, 14 jours. Et quand je reviens, j'arrive avec une forme et un fond assez important qui me permet de passer à travers l'organisation. Là, je vais organiser la course au secondaire, la grande récompense, la course de nuit, le 1000 km et la boucle. Donc là, je suis dans l'organisation de mes événements. J'ai moins de temps de m'entraîner, mais vu que j'ai fait un camp d'entraînement, ça me permet de maintenir quand même cette forme. Je m'entraîne peut-être 5-6 heures par semaine, mais avec intensité. Donc, je maintiens quand même un niveau de forme potable qui m'amène tranquillement aux 1000 km. Mais avant de faire le 1000, je vais toujours faire une course, donc un demi-Ironman que j'ai fait à Chattanooga, au Tennessee. Ça, c'est pour m'imposer une discipline de vie. Donc, à travers mon débordement, quand je sais que j'ai un événement sportif, même s'il pleut, je vais aller rouler quand même. Donc, si je n'aurais pas cet événement-là, je n'irais pas rouler. Donc, ça me pousse à me garder en forme pour m'amener au demi. Et le demi est souvent très proche justement du 1000 km. Donc, présentement, j'ai une forme pas exemplaire. Je manque peut-être un peu de distance en vélo. Mais pour le reste, je nage très bien, je cours. Et j'approche au 1000. Après le 1000, je prends un petit break, bien entendu. Là, parce que là, il faut fermer les livres, comme on dit. Il faut fermer nos événements, regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour savoir comment faire l'année d'après. Et ensuite, je commence ma préparation. Là, normalement, à partir du début juillet, je commence à me préparer pour le Ironman de Tremblant. Parce que je fais un retour sur le Ironman pour le 5e anniversaire de celui de Tremblant. S'il n'y avait pas le grand défi, les 1000 km qui arrivent, est-ce que vous seriez dans des compétitions aussi présentes ou on en ferait peut-être moins? Ah, j'aurais fait le demi-Ironman de Tremblant. J'aurais fait des courses, des courses à pied que je fais d'ailleurs régionales. Donc, toujours des événements sportifs qui, oui, c'est de la compétition, mais ça me permet de garder un bon niveau. Moi, j'ai compris, puis d'ailleurs, les études le démontrent, t'es mieux de faire du court intense que de faire du long tout le temps. Donc, quand tu manques de temps, ça tombe bien. Tu fais du court intense, puis ça te permet de garder un niveau intéressant. Mais l'important, c'est qu'il faut qu'il y ait une période de volume. 2 fois par année. Donc, l'hiver, je vais la faire en ski de fond, durant les fêtes, au Mois-Édouard. Et l'autre partie, c'est dans mon camp d'entraînement du printemps. Donc, ces 2 bases me servent justement de base pour asseoir là-dessus des compétitions là, qui vont me garder un bon niveau. Là. Mais je vais toujours continuer à faire des courses parce que j'aime compétitionner, j'aime me dépasser. Mais je vieillis, bien entendu, là. Mais est-ce que mes marqueurs descendent? Oui, je cours moins vite un peu. Je nage un petit peu moins vite. Je roule un peu moins vite. Mais j'ai beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir parce que avant, j'étais professionnel en triathlon. Maintenant, je suis un amateur. Je cours contre les gens de ma catégorie à travers le monde puis que je suis encore de bon niveau. Puis est-ce que l'activité physique a toujours été présente dans votre vie familiale ou il y a eu un déclic à un moment donné qu'on en a fait plus un petit peu? Moi, j'étais un fumeur pendant 7 ans, jusqu'à 21 ans. Moi, j'ai été élevé ici, dans le quartier Saint-Marc, dans des HLM. J'arrivais de mon village en Saint-Jean, puis dans ce milieu, c'était non favorisé. Mes parents étaient divorcés, 4 enfants. Ma mère, donc c'était pas facile pour elle. Et donc, c'est une vie de quartier défavorisée. Donc, j'ai grandi là-dedans. Le sport, ça se résume à jouer au hockey-push, sa patinoire qu'on a fait nous-mêmes, tu sais, là. Donc, c'est à peu près ça que j'ai fait comme activité. Du ski, tu ne peux pas en faire, tu n'as pas les moyens. Au hockey, tu ne peux pas jouer parce que ta mère n'a pas les moyens de t'acheter un équipement. Du vélo, tu ne peux pas en faire parce que ta mère n'a pas les moyens de t'acheter un vélo. C'est la réalité, là. On a pris les moyens du bord, en fait. Bon, et finalement, avec le temps, Lynn, ma femme, aura une influence beaucoup sur moi. Là. Dans sa famille, les saines habitudes de vie, c'était présent. Puis c'est justement en sortant avec Lynn, elle est devenue ma conjointe. Donc, ces valeurs-là sont apparues et j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai arrêté de fumer. Je me suis mis à performer dans le sport. Puis j'ai compris après, c'est pas une question physiologique, c'est une question de tempérament. Parce que ce qui t'amène haut dans un niveau, c'est ta passion. Si tu es passionné de quelque chose, tu vas être prêt à faire des choses que les autres n'accepteront jamais de faire. Et c'est ça qui fait que tu te démarques. Tu peux avoir des aptitudes, je pense que tout le monde a des aptitudes, mais si tu trouves ton sport qui te convient, comme moi, je suis plus un gars d'endurance, puis tu t'es passionné de ce que tu fais et tu as un tempérament justement intensif
quand tu t'engages dans quelque chose, tu ne baisses pas les bras, inévitablement, tu vas performer. Absolument. C'est inévitable. Là. Ça fait partie du processus. Là. Donc, le sport est arrivé dans ma vie. Puis vu que j'avais ce tempérament, puis cette passion du sport, ben, ça m'a amené à faire des triathlons, des Ironman, puis à performer. Et quand tu performes au championnat du monde, ben là, je m'arrête dessus, je continue, mais là, j'ai continué, puis sans le savoir, tout ça allait servir à l'acidose lactique. Oui. Parce que quand nos enfants naissent avec la maladie, j'essaie de trouver une solution. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire toute la région, rouler 650 km en une journée pour sensibiliser les gens à cette réalité. Donc, l'acidose lactique, c'était un éveil grâce au sport que j'avais fait. T'sais. Puis par la suite, bien, tout ça s'est décliné vers les saines habitudes de vie avec le grand défi. Pour revenir un petit peu au grand défi, on sait que les cubes énergie sont de plus en plus populaires. Où est née cette idée-là? Ils sont très populaires. Oui, très. Et ils vont l'être encore plus, oui, selon moi. C'est difficile d'être plus populaire que ça. Sincèrement, tu lances un concept au Québec où là, présentement, 70 % des familles font des cubes. 420 000 enfants sur les 510 000. OK. Donc, tu ne peux pas être plus populaire que ça. Ça veut dire 4 enfants sur 5 font des cubes au Québec. Et quand tu fais un sondage auprès des enfants, 100 % des enfants aiment faire des cubes. OK. Donc, on a enfin trouvé un symbole qui stimule notre enfant à bouger. Toutes les sociétés modernes cherchent un outil, une façon de motiver les jeunes à bouger. Bien, le Québec, on l'a trouvé. Donc, ce cube-là arrive dans la famille parce qu'on implique la famille, parce qu'on sait qu'une valeur, quand on veut qu'une valeur soit durable, il faut que la famille y adhère. C'est comme l'environnement, ça. Ça a commencé par les écoles. Nos enfants qui voulaient récupérer, ils l'avaient après l'école. Les parents, ont commencé à dire « Ouais, c'est vrai, ça a de l'allure. » La ville a donné un petit bac bleu. Et là, on a commencé tout doucement. Puis aujourd'hui, c'est devenu une norme sociale. Oui, absolument. C'est pareil pour les saines habitudes de vie. On utilise le même principe. Et d'avoir autant de gens qui en font. Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui, au Québec, puis je disais, maudit, c'est quoi le problème? On entend maudit cube, on entend les parents, quelques parents, c'est une exception, chialer après les cubes. Mais quand j'entends maudit cube, là, ça ne me dérange pas. Je vous dire pourquoi? Parce que, vous savez, vous êtes un soir assis devant votre TV, tu es en train d'écouter, tout le monde en parle, avec ta blonde, tu as une petite coupe de vin, les enfants sont couchés. C'est le top, là, c'est pas mieux que ça. Là, ta blonde te lance, tu as oublié de sortir la récupération. Là, tu dis, la maudite récupération. Donc, tu pars, tu vas sortir la récupération. Mais pourquoi tu le fais? Parce que tu sais que c'est important pour l'environnement. Donc, les parents qui bougent avec leur enfant, ils disent, les maudits cubes, mais ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est important de passer cette valeur-là à leur enfant. Parfois, il y a des gens qui vont un peu plus loin, ils vont sortir peut-être de l'obstruction, ils ne voudront pas, ils vont donner plein de raisons. Ça, c'est un mal profond au Québec. Le problème, c'est une vision personnelle, parce que je fais le tour du Québec. Dans les 40 dernières années, on a habitué les Québécois en leur disant que c'est le gouvernement qui va régler vos problèmes. Donc, vous allez payer de l'impôt. Et le gouvernement, pour se faire élire, nous a promis qu'il allait éduquer nos enfants. Le gouvernement, pour se faire élire, nous a promis qu'il allait nous soigner quand on serait malade. Qu'est-ce que ça crée, ça? Un désengagement des gens envers leurs responsabilités. Et quand on arrive à la fin, on dit aux gens, là, il faudrait s'impliquer. C'est pas à moi à faire bouger mes enfants, c'est au gouvernement. On ne peut plus fonctionner comme ça. On voit que le modèle ne fonctionne plus. Donc, le cube, c'est quelque chose de démocratique qui arrive, qui est ludique, que les enfants aiment. Puis quand il y a une collectivité qui se met à y adhérer, et la société change tout doucement. Puis le cube, là, oui, il est talent, mais c'est un mal nécessaire pour une société qui doit changer. Puis la prévention, on n'investit pas assez en prévention. Puis c'est un petit programme comme le nôtre qui fonctionne bien, qui est repris à travers le monde en passant, là, à travers toutes les provinces canadiennes, puis même la France, puis les États-Unis l'an prochain. Il y a toujours quelque chose qu'ils ont trouvé que les autres n'ont pas trouvé. Là. Donc, maintenant, il faut le protéger, il faut le défendre. Moi, je peux vous dire, mais le défendre. Là. Parce que moi, je sais que les enfants aiment faire des cubes. Puis quand ils le font, je sais que c'est bon pour leur santé. Il n'y en a pas un qui va empêcher de défendre ce cube-là. Puis je ne veux pas être le seul à le défendre. Les parents qui savent que c'est bon pour leur enfant, allez-y, gênez-vous pas, dites-le. Parce que les sociétés modernes essayent de trouver une façon. Puis l'obésité a triplé. Dans les 20 dernières années, chez nos enfants, on a un devoir social. Le gouvernement ne peut plus rien faire. Là. Il met déjà la moitié de nos impôts dans le curatif. Là, on sait que c'est la prévention, la suite des choses. Puis l'éducation. Les enseignants le savent, là, parce que dans les écoles, il y a des gens qui ont du jugement, qui sont les enseignants. Puis quand ils voient apparaître le petit carnet, là, au mois de mai, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, est-ce que c'est bon pour l'enfant? Oui. Ben oui, absolument. Il prend le petit carnet, amène-le à la maison. L'enseignant, là, il ne pense pas aux parents, il pense à l'enfant en premier. Sa priorité pour lui, c'est l'enfant qui est dans sa classe. Effectivement. Pierre, c'est un grand succès, les cubes énergie, on vient d'en parler. Mais est-ce que vous avez d'autres projets? Qu'est-ce qu'on peut amener de meilleur encore? Parce que vous l'avez dit tantôt, ça mobilise tout le monde. Oui, mais une fois que tu es éduqué, puis tu sais que l'éducation fait un travail incroyable. J'étais la semaine passée à l'annonce des écoles à l'Assemblée nationale. À côté de moi, j'ai le premier ministre, le ministère de l'Éducation,
le chef de l'opposition, le chef de la deuxième opposition, sont tous là. Puis devant moi, j'ai une école de Québec. Ils sont assis et qui attendent les résultats du tirage. Puis là, je m'adressais aux jeunes, puis j'ai dit à tout le monde, écoutez bien, on va faire un test. On va vous dire comment est-ce que nos enseignants sont en train de faire toute une job dans les écoles. J'ai demandé aux enfants, c'est quoi les saines habitudes de vie? Selon moi, c'est 4 affaires. Là, ils se lèvent la main, les premiers se lèvent la main, ils disent, c'est faire du sport. En plein ça, bouger. Les autres se lèvent la main, parce qu'ils savaient qu'il en restait 3. Bien s'alimenter, manger des fruits et des légumes. Vous avez raison. Il en reste 2 autres. Là, il y a 4-5 qui se lèvent la main. Boire de l'eau. En plein ça. Puis il en reste une. Ils se lèvent tous la main. Dormir. Ah. Assez. Ce qui est important, quand tu éduques un enfant sur les saines habitudes de vie, c'est pas juste bouger plus, manger mieux. C'est aussi dormir ton 10 heures par jour pour être concentré à l'école pour recevoir tes affaires, ta matière. Et c'est de boire de l'eau parce que nos enfants boivent trop de jus. C'est vrai. C'est les écoles qui sont en train de renseigner ça, là. C'est pas les parents. Les écoles font un travail exceptionnel. C'est pour ça que tu t'accroches aux écoles, tu dis aux gens, regarde, vous avez des besoins dans l'école, là, d'équipement? J'ai du monde qui vont vous parrainer, qui vont ramasser de l'argent, puis qui vont vous acheter de l'équipement. Absolument. C'est pas le gouvernement qui va le faire, c'est nous, la société. Donc, tu réengages la société vers l'éducation en disant, c'est par là qu'on va corriger le problème, puis on va supporter ceux qui la font, puis qui font déjà un travail exceptionnel, là. Je serai toujours derrière les enseignants, parce qu'ils font le travail le plus important de la société. C'est vrai. Puis c'est par eux qu'on amène des changements sociaux. Puis vu qu'ils le font de façon massive, après ça, on s'en va où? Aux ados. Et on a lancé des programmes avec les ados. Après ça, tu t'en vas aux adultes. Les médecins maintenant prescrivent l'activité physique. Absolument. Là, c'est à l'employeur. Maintenant, il reste 2 acteurs à faire son travail. Il faut que maintenant, les municipalités créent des environnements favorables pour faire bouger leurs citoyens. Et le deuxième acteur qui manque, les employeurs. Il faut que les employeurs, maintenant, aient des programmes santé pour investir. Je vous fais une prédiction, là. Toutes les entreprises au Québec, d'ici 5 ans, qui n'auront pas des douches pour leurs travailleurs, là, sont hâtes. OK. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens, pour garder leur corps en santé, vont dire, je descends travailler en vélo ou je descends à la course. Sur l'heure du midi, j'aimerais ça aller faire un entraînement. Je me lave, je continue de travailler. Je vous dis, les employeurs du Québec, pour que se construise des douches, c'est un investissement. Là, le gouvernement peut donner un levier en disant, OK, on va vous donner un crédit d'impôt quand vous investissez dans un équipement qui fait bouger vos employés. Là, le gouvernement, c'est pas lui qui fait la job. C'est l'employeur qui fait sa job, mais tu lui donnes un levier pour le faire. C'est vrai. Donc, le gouvernement, c'est pas à lui à faire la job. C'est pas à lui à changer la société. Lui, il doit aider les gens à le faire. Donc, il est là pour donner des leviers. Quand on dit non, occupez-vous-en pas, là, donnez-moi de l'impôt, montez des programmes, tu sais, des petits bonhommes bleus, puis il y a des programmes qui s'arrêtent et tout ça, puis on va essayer de changer les. Ça marche pas. Il faut que ça vienne des gens. Comment tu peux m'aider, moi, à avoir une meilleure santé? Donc, c'est une approche totalement différente. Là, on parle d'un réengagement de la société envers ta responsabilité de ta santé. C'est pas le médecin. Le médecin, c'est à la fin, tu vas le voir. Au début, tu as toute une partie dans ta cour. Là. C'est sûr que vous avez dit c'est idéaliste de penser ça. C'est pas idéaliste, c'est le gros bon sens. Dans 50 ans, je vous le dis, là, quelqu'un qui va bouger, bien s'alimenter pour maintenir son corps en santé, ça sera une norme sociale. Ça sera tout à fait normal. L'employeur aura des programmes de santé. Mon maire aura créé des environnements favorables pour me faire bouger. Finalement, les gens vont vivre beaucoup plus vieux en santé. T'sais. Oui, on peut atteindre 90 ans d'espérance de vie au Québec, mais il faut surtout augmenter l'espérance de vie, qualité de vie qui est stoppée à 64 ans. Si on augmente encore l'espérance de vie, parce que nos médecins sont très bons, là, puis les compagnies pharmaceutiques ils trouvent des molécules puis des équipements, mais oui, on peut augmenter l'espérance de vie des Québécois, mais si on n'augmente pas l'espérance de vie, qualité de vie, entre les deux, c'est le système de santé. On est déjà rendu à 50 % de nos impôts. Maintenant, il faut augmenter l'espérance de vie, qualité de vie. Si on peut l'augmenter, on pourra maintenant continuer à augmenter l'espérance de vie. Là, on ne peut plus l'augmenter. On le voit, là, il y a des choix sociaux à faire. Okay. Donc, pour continuer à augmenter vers le haut, on devra augmenter le bas. Et ça ne passe pas par des molécules, ça passe par nos habitudes de vie. Donc, c'est juste le gros bon sens. Dans 50 ans, le Québec sera probablement une des premières, parce qu'il n'y a aucune société dans le monde qui investit. Oui, les pays scandinaves, ils sont un peu en avance sur nous. Juste donner un indicateur pour montrer qu'une société est plus en avance que le Québec. Tu regardes son budget en éducation, son budget en santé. Hein? Oh ouais. 16 milliards en éducation, 34 milliards en santé. Les pays scandinaves, le budget d'éducation est plus élevé que le budget de la santé. Eux, ils éduquent le monde. Quand même. Ils évitent les problèmes. C'est aussi simple que ça. Pierre, rapidement, parce que le temps file, on a déjà dépassé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pierre Lavoie? Du beau temps pour le 1000. Puis, continuez de me supporter la région. Parce que vous m'avez supporté dans tous les aspects. Puis, quand je me suis fait critiquer il y a 2 semaines par les médias de Montréal, puis même quelques-uns, c'est tout à fait normal de se faire critiquer. Quand on dérange, on ne veut pas se faire critiquer, là, on reste chez nous.
Exact. Et je dis aux Absolument. gens, ceux qui me critiquent, là, toi, tu fais quoi pour l'éducation? Tu fais quoi? Est-ce que tu t'impliques? Non. Ben, ferme ta boîte. Arrête d'écrire dans le journal. Puis non, arrêtez. Aujourd'hui, là, on a besoin des gens qui s'investissent et qui s'impliquent. On est peu à le faire. Puis quand ils ont des résultats, ben voyons donc. Si critiquer, c'est facile. Si je ne voudrais pas me faire critiquer, là, je vous le dis, là, aujourd'hui, je pourrais arrêter. J'ai gardé mon lien d'emploi chez Alcan. Je pourrais arrêter demain matin le grand défi, là, puis retourner travailler chez Alcan. J'aurais le même salaire. Très bonnes conditions. Oui, très bonnes conditions. Puis je pourrais m'entraîner, puis avoir une qualité de vie, puis je resterai dans la région tout le temps. C'est vrai. Mais il faut que les gens comprennent mon investissement est important pour ce mouvement-là. Puis quand la région m'a défendu pour défendre mon intégrité, bien, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai dit, OK, ma région sont là, ils reconnaissent mes efforts. Eux, ils me connaissent depuis le début. Les gens de l'extérieur ne me connaissent pas, là. Ceux qui connaissent mon parcours de vie, d'où je suis parti, là, puis tout ce qu'on a pu apporter à la région, le dépistage des maladies génétiques, l'avancement de l'acidose lactique, ils m'ont vu aller, là. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont défendu, puis je les remercie beaucoup. Bien, c'est très gentil, Pierre. On vous souhaite vraiment du beau temps. Une annonce, en fait, là, pour ce on week-end. va pédaler, on fait des cubes, puis on va monter la fameuse côte du lac AH. Je peux vous le dire, que je prédis qu'il y a un cycliste sur deux qui vont la monter à pied. Et j'ai dit d'ailleurs aux cyclistes, tous ceux qui vont la monter sur leur vélo, sans mettre le pied par terre, je leur paye une bière. Et je leur ai dit que j'amènerais probablement juste 2 caisses de 24 en haut de la côte. Ça ne coûtera pas trop cher. On ne pourra pas se faire critiquer pour ça. Non, à voir. D'ailleurs, il y aura des drones qui vont filmer l'aventure. On devrait se payer la tête de bien du monde. Ben, merci encore, Pierre. Ça a été très intéressant. Puis bon succès en fin de semaine. Merci, on en a besoin. Pour nous, on se retrouve après la pause avec le Dr Dominique Gagnon.